BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Au programme, la fondatrice du média Les Éclaireuses et du podcast C'est qui la boss, Mélodie Madar, organise un festival pour les femmes entrepreneurs et c'est notre invitée en première partie aujourd'hui. Les groupes JC Deco et Havas ont publié leurs résultats, plutôt bons. Julien Quesqui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour terminer, comme d'habitude, la question Hebdocom de la semaine. Quelle perception de TikTok par les Français ? TikTok qui est accusé de pas mal de choses en ce moment. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdocom, c'est parti. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et on accueille aujourd'hui la fondatrice des Éclaireuses et du podcast C'est qui la boss, un média et un podcast pour les femmes, fait par une femme. Mélodie Madar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes classée parmi les 40 femmes qui comptent en France selon Forbes. Vous organisez votre premier festival C'est qui la boss le 30 mars prochain. 500 femmes du CAC 40 à l'influenceuse, des tables rondes, des talks. À quelle occasion vous organisez ce festival ? Pourquoi vous organisez ce festival ? En réalité, ça fait 8 ans maintenant que j'ai cofondé Les Éclaireuses et que j'ai la chance d'échanger avec notre communauté. Et on avait envie aussi de les rencontrer, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on échange avec elles et qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment les rencontrer. Et aussi, durant ces 8 années d'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de recevoir sur le podcast et notamment durant plusieurs interviews des femmes assez passionnantes, des rôles modèles. Et j'avais envie finalement de connecter un peu tout ce monde et d'accueillir, il va y avoir 30 intervenantes sur la journée et c'est des femmes qui viennent justement de tous les horizons. Et le but, c'est de célébrer les femmes, célébrer l'ambition et les connecter entre elles. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, ou plutôt que vous rapporter à votre entreprise ? L'idée déjà, c'est d'ajouter un volet événementiel aux Éclaireuses. En réalité, on a un média, donc comme tout média, on est... Vous ne l'avez jamais fait avant ? Alors, on a déjà fait des événements, mais de plus petites envergures. Et là, on avait vraiment envie de passer à l'étape supérieure sur la partie événementielle. Encore une fois, on est un média social et digital, donc on est ultra connecté. Et on avait aussi envie de venir rencontrer notre communauté dans la vie réelle. Et alors, comment on monte un premier festival ? Qu'est-ce qu'il y a de difficile ? Qu'est-ce qu'il y a de moins difficile ? C'est compliqué, d'autant plus qu'on s'est tapé dans la main il y a maintenant 3 mois, donc on organise un festival aussi en 3 mois. Mais en réalité, on a réussi quand même à se créer un réseau assez important au fil de ces années et tout le monde a répondu à l'appel, donc c'est assez positif. Et puis on a aussi plein de marques partenaires qui nous accompagnent. On va avoir des conférences avec LinkedIn France, Instagram France, Brut également, qui est un autre média, soutient aussi cette Comment initiative. Vous avez fait pour convaincre ces marques ? Vous les avez démarchées, vous avez vendu En réalité, c'est des marques avec lesquelles on collabore depuis de nombreuses années. Et puis, on a aussi rendu pas mal de services durant pas mal d'années. Donc, c'est plutôt sympa de soutenir ce genre d'initiative. Vous attendez combien de personnes ? Alors, Est-ce que c'est payant ? Oui, c'est payant. Ouais, c'est sur une journée. On va accueillir 500 participantes et 30 intervenantes. 39 € la journée. Et ça va se finir par une soirée aussi également. Donc ça commence de 9h du matin jusqu'à 1h du matin. Okay. Donc c'est un festival qui met à l'honneur les femmes. Et là, ça tombe bien, on est en plein dans la semaine du droit des femmes. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'une journée du droit des femmes en 2023 ? Je pense que c'est sûr que quand je me suis lancée il y a 8 ans, il y a eu quand même des belles avancées. Mais quand on voit encore aujourd'hui les statistiques, les femmes sont encore minoritaires dans de nombreux domaines. J'ai plus tous les chiffres en tête, mais je sais elles sont minoritaires dans les entreprises du CAC 40. Il n'y en a que 3 à la tête du CAC 40. Je crois que même dans les postes de haute direction, elles ne représentent que 20%. Elles sont minoritaires dans la création d'entreprises. Je crois que selon Infogreffe ou selon l'INSEE, elles représentent que 36%. Elles sont minoritaires dans les levées de fonds. Quand on regarde les statistiques Sista, seulement 2,6% des levées de fonds sont des entreprises qui ont été créées ou cofondées par des femmes. Elles ont 30% de moins de chances
intéressantes que de lever des fonds. Donc je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a des avancées, on voit de plus en plus de femmes oser se lancer et oser prendre des postes à haute responsabilité. Il reste encore pas mal de choses à mettre en place. Et les hommes dans ce festival, quelle sera leur place? Alors évidemment, c'est ce qu'on dit toujours avec les éclaireuses et C'est qui la bosse, c'est qu'on est là pour mettre en lumière les femmes mais sans jamais évincer les hommes. Donc évidemment, il va y avoir des participants et des participantes. Justement, les éclaireuses, vous avez lancé les éclaireuses dès la fin de vos études et vous venez de vendre les éclaireuses à DC Company, qui est un groupe de presse, un pure player, qui est propriétaire également du Gorafi. Mais vous gardez quand même le leadership. Qu'est-ce qui va changer depuis cette fusion ? En réalité, encore une fois, ça fait 8 ans et je pense que j'ai aussi vu mes limites en tant qu'entrepreneuse et que les éclaireuses, c'est aussi mon premier bébé. Ça a grandi avec moi et je pense que je suis arrivée à un moment où il va falloir aussi qu'on s'entoure pour pouvoir emmener cette entreprise à une étape supérieure. Donc en réalité, dans le quotidien, je reste à la tête opérationnelle et leader et je m'occupe de toute la direction des éclaireuses. Mais j'ai cet appui de faire partie maintenant d'un groupe qui nous permet de développer plusieurs choses, dont le festival qui est notre première initiative. C'est grâce à DC Company que vous organisez ce festival ? Complètement. Et l'idée, c'est de, comme vous dites, la faire évoluer, la faire grandir. L'idée, c'est quoi c'est d'aller jusqu'où? C'est d'autres médias? Ouais, déjà, le DC Company a pour ambition de faire d'autres acquisitions sur des entreprises qui ont des activités connexes aux médias, dont le but est justement d'enrichir le business model des médias, ce qui pourrait nous apporter pas mal de choses. Et après, c'est de soutenir aussi toutes les prochains challenges et initiatives qu'on va avoir avec les éclaireuses. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, un média social et digital ne doit plus être uniquement là pour inspirer ou pour informer, mais on doit être là aussi pour éveiller les consciences, éduquer, s'engager. Et tout, finalement, les projets qu'on développe autour des éclaireuses ont cette vocation-là. On a lancé, par exemple, en octobre dernier, un incubateur féminin de start-up qui s'appelle Propulseur, dans lequel on a accueilli 14 entrepreneuses et 7 start-up. Là, on a cette nouvelle initiative avec le festival et le prochain enjeu sur 2023, c'est de développer et de lancer notre prochain média dédié à l'éducation financière pour les femmes qui va s'appeler Cash sur table. Et encore une fois, l'idée, c'est un peu d'éveiller les consciences autour des sujets d'argent et de montrer que c'est aussi des sujets qui concernent les femmes, parce que dans aucun média féminin, on a une rubrique, par exemple, finance ou argent. Le mien inclus, je m'inclus évidemment dedans, et le but, c'est encore une fois d'aller bousculer les codes, échanger et éveiller les mentalités sur ce genre de sujet. Quelle est votre principale source de revenus ? C'est quoi votre business model sur les éclaireuses, sur C'est qui la bosse ? Principalement la publicité, notamment le brand content. On faisait partie des premiers médias à avoir développé vraiment ce type de publicité. Et on a été rentable depuis la première année, donc ça fait 8 ans qu'on est rentable, ce qui est assez rare aussi pour un média, et on en est assez fiers. Et l'idée, c'est d'y ajouter d'autres lignes de revenus, comme le volet événementiel. On a un volet club aussi, dans lequel C'est qui la bosse, c'est aussi un club, des dîners dans lequel on réunit des chefs d'entreprise, des dirigeantes et des entrepreneuses. Et ça fait partie d'une de vos sources de revenus ? Complètement. Et à part ça, il y en a d'autres ? Non. Les éclaireuses, ça traite de la beauté, de la mode, du lifestyle ou encore du bien-être. Est-ce que vous avez envie ou prévu de vous ouvrir à autre chose ? Justement, en fait, il y a 3 ans, on a lancé C'est qui la bosse, qui est en réalité une verticale du média Les Éclaireuses. D'accord. Avec C'est qui la bosse, l'idée, c'est de booster l'empowerment et l'ambition féminine. On a pour vocation maintenant de lancer un média sur l'argent qui sera une autre verticale des éclaireuses qui va s'appeler Cash sur table. Donc voilà. On développe de plus en plus de thématiques. Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste Julien Casqui, notre journaliste BFM Business Julien Casqui, pour son questionnaire. Et oui, c'est l'heure du questionnaire de Mélodie Madar. 2 minutes, 10 questions en rafale. Il faut répondre le plus vite possible. Ok, je suis prête. Est-ce que vous êtes prête ? C'est parti. Et on lance le chrono, c'est parti. Allez, c'est parti. La personnalité féminine qui vous inspire le plus ? En France ? Dans le monde ? Shonda Rhimes. Ok, pourquoi ? Parce que j'adore sa façon de mettre en lumière des sujets importants à travers ses séries. La femme que vous auriez rêvé d'être ? La femme que j'aurais rêvé d'être, je rêve d'être moi-même. J'essaye d'être la meilleure version de moi-même, c'est déjà bien. 3 ingrédients pour un contenu efficace sur les réseaux sociaux. Efficace, wording impactant, visuel impactant et surtout procurer une émotion à sa communauté. Wording impactant, on peut définir ce que c'est ? Oui, c'est-à-dire une légende importante. Plutôt Instagram ou TikTok ?
Instagram, mais je dois me mettre à TikTok. Le matin, comment vous informez-vous ? Sur les réseaux sociaux. Lequel ? Instagram. Le podcast que vous écoutez ? Bliss Stories sur la maternité. Plutôt TF1 ou Netflix ? Netflix. Votre Madeleine de Proust télévisuelle ? Passe. Il n'y a pas de passe normalement. Votre nouveau patron, Geoffrey de la Rocca, en un mot ? Boss. Boss ? Et c'est quoi un boss pour vous ? Un bon boss ? Un boss, c'est un bon leader et il l'est. La tendance mode de l'été prochain ? Les imprimés. Vous êtes en avance là. Et entreprise à mission ou entreprise à bifton ? Les deux. Rebecca, la question qu'on vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose ? Est-ce qu'il y a une question qu'on a oublié de vous poser ? Oui, absolument pas. Vous avez posé toutes les questions. Bravo, Julien. Merci Mélodie Madar. Vous êtes fondatrice des Éclaireuses et du podcast C'est qui la bosse ? C'est parti pour le journal de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. JC Decaux repasse dans le vert en 2022. Avec un bénéfice net de 132 millions d'euros, le groupe retrouve des niveaux d'avant Covid, sauf en Chine, qui vient à peine de lever ses restrictions sanitaires. Le géant de l'affichage a été porté par son activité dans les aéroports, les gares et sur les abribus. Les écrans numériques ont atteint aussi un niveau record. Malgré ces bons résultats, le groupe a plongé en bourse de plus de 10% après leur publication à cause de sa prévision d'un ralentissement de sa croissance au premier trimestre et de l'absence de versement de dividendes. Havas, lui, est en pleine forme en 2022. Le géant de la communication enregistre une croissance organique en hausse de 6,8% et un chiffre d'affaires à 2,8 milliards d'euros. Des bons résultats qui s'expliquent par les dernières acquisitions du groupe et son renforcement à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, qui est son deuxième marché en Europe. Sa maison mère Vivendi, en revanche, essuie une perte de plus d'1 milliard d'euros. Adidas publie un bénéfice annuel en chute, plombé par l'arrêt de sa collaboration avec Kanye West en octobre dernier. Un arrêt qui lui coûte 500 millions d'euros, un montant qui correspond à la valeur du stock qu'Adidas possède encore de Yeezy, la marque du chanteur. Selon le nouveau patron d'Adidas, Björk Gulden, ce stock pourrait être détruit ou reversé à des associations caritatives. Yeezy avait déjà engendré plus d'1 milliard d'euros de ventes l'année dernière. La pub segmentée à la télé progresse en 2022. Avec 1300 campagnes, soit 3 fois plus qu'en 2021, la publicité segmentée s'installe progressivement dans les foyers français puisqu'ils sont 6,6 millions à avoir consenti à transmettre leurs données aux opérateurs télécoms. Objectif désormais pour les professionnels du secteur, générer plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027. La publicité ciblée, on le rappelle, permet aux annonceurs, notamment régionaux, de diffuser leurs pubs en fonction des données de géolocalisation ou de l'âge des téléspectateurs. Magali Berda veut redorer son blason. Elle lance sa propre fédération d'influenceurs. Elle vient concurrencer l'UMIC, l'autre syndicat des influenceurs créé en janvier dernier par les principales agences. Magali Berda souhaite mettre en place une formation continue obligatoire et une aide juridique pour ses membres. Elle reste visée par une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. Quel est le réseau social préféré des community managers des entreprises en France ? Le spécialiste Agorapulse publie les résultats de son étude annuelle. C'est Facebook qui est le réseau social le plus utilisé. La moitié des posts en France publiés en 2022 sont sur Facebook, en raison notamment de sa simplicité à créer du contenu, contrairement à TikTok, par exemple, qui nécessite du montage vidéo. Selon Aymeric Ernoult, cofondateur d'Agorapulse, pour qu'un post soit efficace, il doit répondre à certaines exigences. On l'écoute. Bien souvent, là où on a vu beaucoup de succès, c'est quand les entreprises créaient du contenu à titre informatif, donc du contenu qui avait vraiment pas vocation à vendre, mais qui avait vocation à apporter de la valeur à l'audience qui allait en être destinataire et qui allait le lire. Et c'est ensuite dans les commentaires de ce contenu qu'ils mettaient des liens renvoyant vers les produits qui pouvaient répondre à la problématique qui était soulevée dans le contenu. Donc, LinkedIn fait aussi une percée en 2022 en hausse de 11% par rapport à 2021.
Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne préférée, par la campagne validée par Hebdocom. Et cette semaine, on a choisi celle de la Matmut. Bah oui, car quoi de plus important que la famille? Et l'assureur l'a bien compris, il s'est associé à l'agence Saatchi & Saatchi. Dans un spot télé, on y voit un adolescent en voiture avec son père. Le pauvre garçon a dû subir tous les travers de son père en voiture. La musique préférée, ses jeux, son désodorisant. Il a donc le droit à une petite récompense. Je vous laisse la découvrir. Vous avez enduré sa musique. Vous connaissez vos départements par cœur. Oui, c'est ça, 35. Il est vilaine. Et pire que tout, vous avez dû supporter cette senteur pomme verte. Et après tout ça, vous ne pourriez pas profiter de son bonus ? Avec le bonus Matmut Famille, vous pouvez bénéficier du bonus de vos parents lors de la souscription d'un premier contrat auto. Et ça, c'est plus juste pour tous. Et cette campagne est déclinée en ce moment à la télé, en affichage, en radio et sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup Julien, c'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Un projet de loi permettant d'interdire TikTok est soutenu aux États-Unis. La France pourrait aussi interdire le réseau à ses fonctionnaires, tout comme Bruxelles, qui a déjà franchi le pas. TikTok est accablé, est accusé de beaucoup de choses ces derniers jours. Et alors, au vu de ces actualités, on s'est posé plusieurs questions cette semaine. Quel est l'impact de TikTok ? TikTok est-elle trop distrayante ? Considérez-vous que les informations de l'appli sont crédibles ? Rend-elle les enfants vraiment accros ? Et alors, la réponse qui ressort d'abord, c'est que 3/4 des Français pensent que TikTok est trop distrayante et 92% des Français soulignent les risques d'addiction pour les enfants. Voilà ce qui ressort le plus. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pierre Dumazeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Nicolas Godmet, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé médiathèque et industrie culturelle chez OnePoint. Pierre, pourquoi on s'inquiète tout d'un coup à propos de TikTok alors que ça existe depuis des années ? C'est d'abord et avant tout pour des raisons politiques et géopolitiques. On a accusé TikTok d'espionnage, notamment aux États-Unis, vous l'avez rappelé. On a accusé également TikTok de infantiliser les jeunes, de les abrutir, entre guillemets, en les assommant de nombreuses vidéos. Et c'est d'abord un sujet politique. Et en fait, il y a eu un glissement du terrain purement politique. En gros, est-ce qu'on espionne ? Est-ce que la Chine espionne des officiels aux États-Unis, à la Commission européenne ? Et finalement, TikTok, c'est quand même dans la vie quotidienne de très nombreux Français. Est-ce qu'on ne serait pas espionné ? Est-ce que nos enfants n'y passent pas trop de temps, etc. Donc il y a eu une sorte de glissement de terrain sémantique sur une application qui effectivement existe depuis des années et qui paraissait, qui était inoffensive, où on faisait des petites vidéos, où on dansait, tiens, c'est peut-être un outil de soft power chinois, mais qui peut être utilisé à des fins d'espionnage. Ce qui a inquiété la sphère politique est venu dans le débat et dans la sphère publique. Nicolas Godmet. Il y a une autre raison, au-delà de la politique, c'est l'essor de TikTok en termes d'usage, puisque c'est devant, en temps passé, c'est devant Facebook, Instagram, Snapchat, et ça va rejoindre en 2023, fin 2023, ça va rejoindre Netflix en temps passé, à peu près 1 heure par jour. Et quand on prend les jeunes, les mineurs, c'est pratiquement 2 heures par jour qui passent sur ces écrans. Donc il y a ce sujet-là, et tous les risques associés d'espionnage, parce qu'il y a beaucoup de données qui sont captées par l'application sur les téléphones de tous les utilisateurs. Et c'est une entreprise qui est chinoise, même si elle s'en défend parfois, avec du coup une proximité potentielle avec les autorités chinoises, même si encore une fois l'entreprise s'en défend. Et puis il y a des risques sur les comportements des jeunes, avec des risques d'addiction, de dysmorphie. Il y a des fils qui sont utilisés par les jeunes qui ont un impact aussi sur leur comportement. Il n'y a pas une fracture culturelle ou générationnelle qui est que, bon, clairement, TikTok, c'est plus vu par des jeunes que par des vieux, si pour dire les choses clairement, je me mets dans le deuxième camp, et que dans celui-là, il y a quand même pas mal aussi de responsables politiques, et qu'au fond, c'est un monde qui n'est pas connu ou qui est juste perçu
parce qu'ils voient à travers leurs propres enfants, ou ce que nous voyons à travers nos propres enfants. Oui, c'est aussi perçu comme une menace pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées. Et il y a des données d'ailleurs intéressantes dans le sondage Harris de cette semaine. Si on prend par exemple sur la diffusion des informations crédibles, 31% des Français, mais 46% des 18-24 ans. Il y a là une rupture générationnelle qui est quand même très très grande, et sur notamment une donnée très intéressante, vous inspire confiance et assure la protection des données. Sur les 18-24 ans, on est à 45 et 46%. Donc il y a quasiment un jeune sur deux qui ne se méfie pas et qui prend au sérieux les informations d'un réseau social. Ce qui remet quand même en question beaucoup de modèles. Le premier, c'est celui des médias traditionnels, entre guillemets. Et deuxièmement, ça pose la question de comment s'informent les jeunes aujourd'hui. Et on voit bien qu'une grande partie fait confiance à TikTok. Donc on peut supposer qu'ils font confiance à Instagram, à Facebook, à Twitter, etc. etc. Donc ça pose aussi des questions, là aussi, assez sérieuses. Si je reviens sur le temps passé, sur ce que vous disiez, ça fait quand même l'unanimité. 92% estiment que ça rend complètement accro les enfants. Est-ce que, parce qu'il y a cette prise de conscience aujourd'hui, d'un coup, ça va changer et le temps passé diminuera sur TikTok ? Ça va changer s'il y a une impulsion politique qui fait changer les choses. C'est-à-dire que Comme quoi, par exemple ? Comme un projet de loi. Qui pourrait interdire TikTok, comme le ministère de l'Éducation nationale, qui peut mettre en garde, qui le fait déjà d'ailleurs, sur le temps que les jeunes passent devant les écrans. Il faut, je pense, un message politique pour une prise de conscience. Mais il y a des initiatives qui sont prises par TikTok, d'ailleurs, dans le monde occidental, puisqu'ils ont annoncé qu'il y aurait des annonces au bout d'une heure pour les jeunes de moins de 18 ans, et que les parents aussi pourraient lier leur compte avec ceux de leurs enfants pour essayer de contrôler un peu ce qu'ils font. Mais ce qui est amusant de noter aussi, c'est que l'équivalent de TikTok en Chine, qui s'appelle Douyin, qui n'a pas les mêmes contenus. Là, il y a une interdiction stricte d'utilisation de TikTok de plus de 40 minutes pour les moins de 14 ans, avec des mécanismes d'ailleurs de reconnaissance faciale pour s'assurer que c'est bien bloqué. Donc il y a aussi un traitement qui est un peu différent entre l'Occident et la Chine. En ce moment, des restrictions sont en train de tomber. TikTok a fait appel à des garde-fous, a investi 1 milliard 200 millions d'euros dans des data centers pour sécuriser ces données. Nicolas, est-ce que c'est suffisant pour convaincre les autorités ? Alors effectivement, ils ont annoncé ce projet qui s'appelle Clover en Europe, qui s'appelle Texas aux États-Unis. L'idée, c'est d'avoir des data centers en Europe et aux États-Unis qui vont être contrôlés par des entreprises soit européennes, soit Oracle aux États-Unis, et qui seront également chargés de relire le code de chaque nouvelle version de TikTok. Donc je pense que c'est... Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant ? Alors c'est une très bonne question, parce que finalement les données, elles ont beau être stockées sur des data centers en Europe ou aux États-Unis, elles sont bien obligées de naviguer via Internet pour atteindre le téléphone des utilisateurs. Et puis le rythme aussi très soutenu des nouvelles versions, parce qu'il y a sans cesse des nouvelles versions de l'application, fait que la responsabilité qui va porter sur, entre guillemets, les validateurs technologiques européens ou Oracle, s'agissant des États-Unis, va être extrêmement lourde. Pierre Dumazeau, je voudrais qu'on termine là-dessus. 54% des Français estiment que TikTok est aussi un instrument d'espionnage chinois. On en pense quoi de cette donnée ? C'est assez... Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Plusieurs choses. La première, c'est évidemment disons, un résumé de l'actualité géopolitique. Mais on note quand même 54%, c'est plus d'un Français sur deux. Il y a quand même une méfiance qui est assez significative. Donc, peut-être que la prise de conscience des parents sur les enfants viendra aussi de là. Si la majorité de la population se méfie d'une application étrangère. On parle de TikTok, mais on pourrait en citer plein d'autres venant d'autres pays. Mais c'est une donnée assez intéressante, ce qui veut dire que la prise de conscience est quand même assez effective. Rapidement, Nicolas. Avec quand même un enjeu majeur d'éducation de la jeunesse aux médias et à ce type de réseaux sociaux, parce que dans le sondage évoqué tout à l'heure, on voit que presque la majorité des jeunes considèrent que les informations sur TikTok sont fiables, alors qu'il y a une étude de NewsGuard qui date de septembre 2022 qui montre qu'une vidéo sur 5, en fait, est une vidéo de fausses nouvelles, et c'est le plus fort ratio sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et alors que les jeunes utilisent même davantage TikTok que Google comme moteur pour rechercher des informations. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu majeur d'éducation des jeunes aux médias et aux réseaux sociaux. Merci Nicolas Godmet, vous êtes associé médiathèque et industrie culturelle chez OnePoint. Merci Pierre Dumazeau, vous êtes associé chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy.
BFM Business, Hebdocom, la chronique média. On parle de sobriété, Frédéric, cette semaine. Oui, Rebecca, de sobriété énergétique, bien sûr. C'est un sujet un peu compliqué pour le monde de la publicité qui, par nature, a vocation plutôt à vendre des produits ou des services, ce qui n'est pas exactement compatible avec la notion de sobriété. C'est la raison pour laquelle le secteur se défend évidemment ardemment sur ce sujet. Il ne se passe pas une semaine sans que l'un ou l'autre des acteurs, chaînes de télévision, régies, journaux, agences de pub, présentent des objectifs, des bilans carbone, des initiatives pour respecter leurs engagements économiques. Cette semaine, c'est la publicité extérieure, autrement dit l'affichage numérique ou digital, qui s'est présenté devant la presse pour démontrer ses qualités écologiques et sociétales. Et alors, quel est le résultat de ce bilan ? Eh bien, sans surprise, il est bon, très bon même. L'ensemble des dispositifs installés sur le territoire ne représente que 0,028% de la consommation énergétique totale du pays, autant dire rien, 0,4% de la consommation énergétique totale du secteur des technologies de la communication et de 7% de la consommation énergétique du secteur publicitaire. Autrement dit, rien du tout. Quel est le problème alors ? Le problème, en fait, paradoxalement, c'est l'efficacité de ce média affichage. Parce que tout le monde voit les affiches dans la rue. Et c'est parce que tout le monde les voit que les associations anti-pub et les élus lui tombent dessus. C'est beaucoup plus facile d'interdire l'affichage dans une ville que de supprimer la pub à la radio ou à la télévision. Le paradoxe souligné d'ailleurs hier par les professionnels du secteur, c'est que la visibilité des panneaux est précisément la source de leur sobriété. Un panneau publicitaire est vu par des centaines ou des milliers de gens. Une bannière sur Internet, elle n'est vue que par la personne qui est en train de la voir. Donc si on supprimait l'affichage publicitaire en France, on ne ferait pas de sobriété énergétique. En revanche, ce serait beaucoup plus payant sur le plan politique et ça, c'est ce qu'aiment bien les élus, bien sûr. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.